L'Airbnb sentait le romarin et l'ambition brûler quand j'ai franchi la porte. Des baies vitrées encadraient le centre-ville d'Austin comme une carte postale que personne n'avait demandé. Des tours tout en verre et un coucher de soleil de novembre saignant d'orange sur le fleuve Colorado. Ma mère avait déjà mis la table de Thanksgiving avec du linge crème qu'elle avait apporté de la maison, car elle ne faisait pas confiance à l'argenterie de location. Callen connecte son ordinateur portable à l'immense télévision montée au-dessus de la cheminée en calcaire. Ses mains tremblent. 30 ans et il tâtonne encore avec un câble HDMI comme s'il allait le mordre. Presque prêt, dit-il à personne en particulier. Je m'assieds entre Piper et un lointain cousin dont j'ai déjà oublié le nom. Warren, mon père, verse du vin avec l'attention méticuleuse d'un homme qui investit dans l'avenir de son fils. Blythe plane près de l'épaule de Callen, redressant son col même si nous sommes en famille, même si rien de tout cela ne nécessite une performance. Sauf que si. C'est toujours le cas avec lui. La première diapositive PowerPoint clignote sur l'écran. IR Gallery, révolutionner les espaces créatifs. La police est en Comic Sans. Je serre les lèvres et j'étudie mon verre d'eau. Alors, commence Callen, sa voix se brisant légèrement. Je travaille sur ce concept depuis 8 mois maintenant. 8 mois. Le même temps que j'ai passé à conclure l'affaire Riverside Plaza qui a rapporté à mon cabinet 4 millions de dollars de frais de gestion. Il passe à la diapositive suivante. C'est une capture d'écran floue de ce qui pourrait être des peintures générées par IA ou peut-être juste des tâches abstraites qu'il a trouvées sur Google Images. L'intersection de la technologie et de la créativité humaine, lit-il directement sur la diapositive, représente une opportunité de marché inexploitée. Warren hoche la tête comme si Callen venait de citer les Écritures. Blythe prend même des notes sur un petit carnet qu'elle a sorti de son sac à main. Je coupe ma dinde. La viande est sèche. Investissement initial nécessaire, continue Callen, passant à une diapositive qui n'est que des chiffres dans des polices de couleurs différentes. 100 000 dollars. Cela couvre la location de l'espace de la galerie, la licence initiale du logiciel d'IA et les coûts opérationnels pour les 6 premiers mois. Piper s'agite à côté de moi. C'est ma cousine, la fille de la sœur de ma mère, et la seule personne à cette table qui m'ait jamais posé une question directe sur ma vie réelle. Ça a l'air ambitieux, dit Warren, et je le vois déjà mentalement liquider quelque chose. Probablement le fonds commun de placement qu'il disait être pour sa retraite. Callen se lance dans des projections de revenus qui reposent entièrement sur des mots comme « synergie » et « disruption ». Je compte le nombre de fois où il dit, en gros, 17. Quand il arrête enfin de parler, Blythe s'éponge les yeux. C'est merveilleux, mon chéri. Si innovant. Sienna, dit Piper, sa voix coupant court aux félicitations qui se forment déjà. Es-tu toujours à Chicago? J'ai entendu dire que tu avais eu une énorme promotion. La table se tait. Même le lointain cousin dont je ne me souviens pas du nom lève les yeux de son téléphone. Je pose ma fourchette avec un soin délibéré. En fait, je déménage à New York. Tribeca. J'ai acheté un appartement la semaine dernière. Oh, c'est excitant, dit Piper. Tu loues? Non. Je l'ai acheté. Elle sourit, sincère et chaleureuse. C'est incroyable. Quel excellent investissement. 2,5 millions de dollars. Les mots sortent, stable, factuel. Cash. Vue sur la rivière Hudson. Le verre de vin de Warren lui glisse des doigts. Le son du cristal se brisant contre le marbre italien est étonnamment fort. Le vin rouge s'étale sur la nappe crème comme une blessure, dégoulinant sur le sol en grosses gouttes qui sonnent comme une horloge qui compte à rebours. Personne ne bouge. Le visage de Callen se transforme, passant du pâle au violet en un battement de cœur. Sa fourchette claque. 2,5 millions de dollars? À Tribeca? Bon sang, Sienna. Avec qui as-tu dû coucher pour ça? Les mots restent en suspens, les impossibles à reprendre. Blythe se reprend la première. Callen. Chérie. Tu es juste stressé par ta présentation. Sa main se tend vers son bras, mais il se dégage brusquement. Warren me fixe comme si je venais d'avouer un meurtre. Sienna. Comment as-tu pu ne pas nous en parler? L'absurdité de la question me fait presque rire. Leur en parler. Comme si je leur devais un rapport financier détaillé. Comme si mon succès nécessitait leur permission. Callen se lève si vite que sa chaise racle le sol.
C'est typique. C'est tellement typique. Tu dois toujours me surpasser. Toujours. Je regarde le vin goûter sur le sol. Stable. Rythmé. Mon rythme cardiaque semble pareil, distant et mécanique. Quelque part dans ma mémoire, j'ai de nouveau 18 ans. La fête d'anniversaire de Kalen dans ce salon du centre-ville de Chicago, 200 de ses amis les plus proches, un bar ouvert qui a coûté $10 000 à Warren. Mon dîner d'anniversaire était 3 semaines plus tard chez Olive Garden, juste nous 4, et Blit a passé la plupart du temps au téléphone à coordonner le voyage d'été de Kalen à Barcelone. Il a eu une BMW série 3 avec un nœud dessus. Bleu marine, intérieur en cuir, son nom sur la carte grise. J'ai eu un ordinateur portable d'aile reconditionné, $300. Warren me l'a tendu par-dessus les graissins et a dit, « Tu es si pragmatique, Sienna. Tu n'as pas besoin de tape à accent grave-l'œil. » Forte, m'appelait Blit. Encore et encore, toute mon enfance. Sienna est la forte. Elle gère tout. Ce qu'il voulait dire, c'était, Sienna ne se plaint pas, Sienna n'a pas besoin. Sienna nous facilite la tâche de l'oublier. Je prends ma serviette et la plie avec une précision minutieuse. Quand je parle, ma voix ne tremble pas, j'ai gagné chaque centime grâce à des semaines de 80 heures de travail et à des contrats qui ont été conclus. Je regarde Warren, puis Blit, et enfin Kalen. Tu as eu une BMW à 18 ans. J'ai eu un ordinateur portable à $300. Tu as eu $8 000 virés à Barcelone pour une urgence semestrielle qui était en fait du service de bouteille. Tu as eu un financement de démarrage pour 3 entreprises différentes qui ont échoué. Tu n'es qu'un robot, Crash Kalen, qui manipule des chiffres. Tu ne crées rien. Tu ne contribues à rien de significatif dans le monde. Warren lève la main. Sienna, ça suffit. Excuse-toi auprès de ton frère. La pièce bascule légèrement. Ou peut-être que c'est juste moi, qui vois enfin clairement. Piper est devenu complètement immobile à côté de moi. Le cousin oublié a sorti son téléphone. Blit pleure, le mascara coulant sur ses joues en ligne soignée. Et Warren, mon père, me regarde comme si j'étais le problème, comme si c'était moi qui avais brisé quelque chose de précieux. Le vin goûte toujours. Chaque goutte sonne plus fort que la précédente. Mon nouvel appartement sent l'air recyclé et l'échec coûteux. Je suis assise en tailleur sur le lit king size avec mon ordinateur portable en équilibre sur un oreiller, portant toujours les vêtements de la veille, car déballer me donnait l'impression d'admettre que je serais ici plus longtemps que prévu. Mon téléphone vibre. Le nom de Piper illumine l'écran. Je ne savais pas que c'était si grave. Je fixe le texto pendant 1 minute entière avant de me tourner vers le travail. Le curseur clignote dans ma feuille de calcul. Colonne A, date. Colonne B, montant. Colonne C, destinataire. Colonne D, objet, présumé. Les relevés bancaires que j'ai demandés il y a 3 jours sont maintenant des fichiers PDF, alignés dans mon dossier de téléchargement comme des preuves sur une scène de crime. Je les ai évités. Savoir que quelque chose s'est passé et voir le montant exact en dollars sont des espèces de douleurs différentes. J'ouvre le premier fichier. Mai 2015. Un virement de $8 000 à Kaylan Edwards. La ligne de mémo indique « Urgence Barcelone ». Il n'y a pas eu d'urgence. Il a posté des photos Instagram de ce voyage pendant 6 mois d'affilée. Des bars sur les toits. De la paella. Une fille blonde dont il n'a jamais mentionné le nom. L'urgence était de manquer d'argent pour le service de bouteille. Je copie le montant dans ma feuille de calcul. Le chiffre est là. Propre et accusateur. Juin 2015. Un autre virement. $3 000. Mémo, frais de démarrage. Quelle start-up? Le bar à jus bio qui a fermé en 4 mois? L'application qui n'a jamais été lancée? La boutique de vêtements vintage qui a été expulsée pour loyers impayés? Je continue de faire défiler. Les virements se brouillent. Une parade d'échecs à 4 chiffres. Septembre 2016. 5 200 $. Janvier 2017. 6 800 $. Mars 2017. 4 100 $. Mon cadeau pour mes 18 ans est éteint. Ma poitrine se sent vide. Je crée un nouvel onglet. Je l'intitule « Analyse comparative » parce que le langage d'entreprise rend les choses horribles gérables. 18 ans.
Kaelan reçoit 32 000 $. Acompte pour une voiture. Assurance. Premier semestre. Sienna reçoit 300 $. Ordinateur portable. 21 ans. Kaelan reçoit 15 000 $. Avocat pour conduite en état d'ivresse. Frais de justice. Remplacement de la voiture. Après qu'il ait détruit la BMW. Sienna reçoit 0 $. A payer son propre loyer. Ses propres frais de scolarité. Sa propre existence. 25 ans. Kaelan reçoit 28 000 $. Première tentative de start-up. Sienna reçoit un appel téléphonique lui demandant pourquoi elle ne rend pas visite plus souvent. Le curseur plane sur un virement de décembre 2018. 12 000 $. Mémo, aide pour les fêtes. Je me souviens de ce Noël. J'ai pris l'avion de Chicago, je suis arrivé avec des cadeaux pour lesquels j'avais dépensé 2 semaines de salaire. Kaelan est arrivé les mains vides, 3 heures en retard, portant une veste Canada Goose qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Juste quelque chose que j'ai acheté, avait-il dit quand Blit l'avait commenté. 12 000 $. C'est ce qu'il a acheté. Mon téléphone sonne. J'envisage de l'ignorer, mais le nom de Blit remplit l'écran et un réflexe musculaire me fait répondre. Sienna. Sa voix se brise immédiatement, les larmes déjà en cours. Comment as-tu pu nous faire ça? Je ne réponds pas. La feuille de calcul est maintenant à 187 000 $, et je ne suis qu'en 2019. Tu as détruit l'unité familiale. Ton père ne peut pas dormir. Kaelan est dévasté. Kaelan m'a traité de pute au dîner de Thanksgiving hier. Il était stressé par sa présentation. Tu sais à quel point il est sensible. Les larmes se transforment en quelque chose de plus vif. Ton succès le fait se sentir sans valeur. Je clique sur un autre relevé bancaire. Mars 2020. 8 000 $. Mémo, aide pour la pandémie. Ce n'est pas ma responsabilité, dis-je. Tu es sa sœur. La voix de Blit monte. La famille prend soin les uns des autres. La famille. Le mot a le goût de quelque chose de gâté. Quand est-ce que quelqu'un a demandé pour la dernière fois comment j'allais? Silence. Puis. Tu vas toujours bien. Tu es la forte. C'est ça. J'ajoute une autre ligne à la feuille de calcul. Avril 2020. 6500 $. Mai 2020. 4200 $. Je vais bien, c'est pour ça que vous le favorisez par rapport à votre fille. Favoriser? Ce n'est pas vrai. Tu inventes des choses. J'ai aussi des relevés bancaires. Nous avons toujours investi dans son potentiel. C'est différent. Tu as liquidé ton fonds de retraite pour son semestre à Barcelone. Sa respiration change. Deviens prudente. Qui t'a dit ça? Le formulaire de retrait du 401K de papa était dans le classeur. Je l'ai vu quand j'étais à la maison pour Noël 2016. Je l'avais trouvé par accident, en cherchant mon acte de naissance. Le montant m'avait semblé choquant à l'époque. Maintenant, il semble juste faire partie du schéma. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans nos papiers. Tu n'avais pas le droit de me traiter d'égoïste pour avoir réussi. Blit émet un son comme quelque chose qui se brise. Si tu ne t'excuses pas auprès de ton frère, nous ne viendrons pas à ta pendaison de crémaillère. La menace atterrit mal. Elle pense que c'est un levier. J'entends la liberté. D'accord, dis-je. D'accord? C'est tout ce que tu as à dire? Ne venez pas, alors. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains ne tremblent pas. Cela semble significatif, d'une manière ou d'une autre. La feuille de calcul est maintenant complète. 437 000 $, transférés sur 10 ans. Le chiffre se trouve en bas de la colonne B, surligné en rouge par la mise en forme automatique utile d'Excel. Mon téléphone vibre à nouveau. Pas Blit cette fois. Warren. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie vocale. Quand la notification apparaît, je l'écoute en haut-parleur. Sienna, c'est ton père. Sa voix est formelle, comme s'il laissait un message à un associé. Ta mère est très contrariée. Kalen parle de voir un thérapeute à cause de ton comportement. Nous pensons que tu devrais t'excuser et lui offrir un poste dans ton entreprise.
Il a besoin de structure. Tu as les ressources pour l'aider. Le message se termine. Je le sauvegarde dans un dossier intitulé « Documentation ». Puis je cherche dans mes emails. Le mot-clé est simple. Callen. Siena. Les résultats se chargent. 43 fils de discussion. Je commence par le plus ancien. De Warren Edwards. Objet, cadeau de fin d'études de Ray. Date, mai 2014. Siena n'a pas besoin de fête. Elle n'est pas du genre à célébrer. Mettons cet argent de côté pour le voyage de Callen en Europe à la place. J'ai obtenu mon diplôme avec la mention « summa cum laude ». Callen avait obtenu son diplôme 3 ans plus tard avec une moyenne de 2,1 et un diplôme d'études générales qui signifiait qu'il avait changé de spécialisation 5 fois. Je continue de lire. Email après email, une décennie de mépris désinvolte. Mes réalisations sont mentionnées en une seule phrase. Les échecs de Callen sont discutés dans des paragraphes de sympathie et de planification stratégique. Objet, promotion de Siena. Corps du texte, c'est merveilleux, ma chérie. Au fait, Callen a besoin de $3 000 pour sa nouvelle entreprise. Objet, opportunité de Callen. Corps du texte, 8 paragraphes sur sa vision, son potentiel, son âme d'artiste sensible. Aucune mention que l'opportunité était une chaîne de Ponzi. Mon téléphone s'allume. Un texto d'un numéro inconnu, mais le message rend l'expéditeur évident. Tu es en train de déchirer cette famille. Maman pleure. Papa est furieux. J'espère que tu es heureuse, drone d'entreprise sans âme. Je fais une capture d'écran. Je l'ajoute au dossier de documentation. Puis j'ouvre mes contacts et je fais défiler jusqu'au nom de Callen. Mon pouce plane sur le bouton de blocage. Alistair Vance m'a dit une fois que je fonctionnais comme quelqu'un sans filet de sécurité. Il le disait comme une observation, pas une critique. À l'époque, j'ai hoché la tête et j'ai changé de sujet parce qu'il avait raison, et je ne voulais pas expliquer pourquoi. Je presse « Bloquer ». L'écran de confirmation apparaît. Vous ne recevrez plus d'appels ou de messages de ce contact. Supprimer le contact? Oui. L'action semble remarquablement simple. Une simple pression sur un bouton. 30 ans de conditionnement. Effacer. L'écran de mon ordinateur portable s'est assombri. Quand je tape sur le trackpad, la feuille de calcul réapparaît. $437 000. Je crée un nouveau document. Titre, chronologie du favoritisme financier. Je commence à taper. Chaque anniversaire. Chaque Noël. Chaque urgence qui n'en était pas une. Chaque start-up qui a échoué. Chaque promesse que mon tour viendrait plus tard. Plus tard, n'est jamais venu. Dehors, par ma fenêtre, New York n'est que des fenêtres éclairées et des sirènes lointaines. La ville a l'air propre vue de 18 étages de haut. Gérable. Comme une feuille de calcul où tout s'additionne correctement. Mon téléphone vibre une dernière fois. Encore Piper. Je te crois. Si tu as besoin que je confirme quoi que ce soit, je le ferai. Je l'ai vu aussi. Je réponds par 4 mots. Merci. Ça compte. Puis je retourne à la chronologie. Il y a du travail à faire. La sécurité appelle ma ligne directe à 10h47 un mardi, près d'un mois plus tard. Je suis à la 3e diapositive d'une revue de portefeuille lorsque mon téléphone vibre sur la table de conférence. Mademoiselle Edwards? Il y a une situation dans le hall. Je m'excuse, sortant dans le couloir où le vent de décembre fait vibrer les fenêtres. Quel genre de situation? Un membre de la famille. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Il devient bruyant. Mon estomac se noue. Quel est son nom? Callen Edwards. Dois-je appeler la police? Au téléphone, je l'entends. Sa voix résonnant sur le marbre à 43 étages en dessous. Elle me doit de l'argent. Cet appartement devrait être à moi. Donnez-moi 5 minutes, dis-je à la sécurité. S'il est toujours là, oui, appelez-les. Je retourne dans la salle de conférence où Alistair étudie l'horizon. Tout va bien? Mon frère fait une scène dans le hall. Il ne pose pas de questions. Il ferme simplement son ordinateur portable. Vas-y, il gère ça. Au moment où j'arrive dans le hall, Callen arpente la réception, son manteau d'hiver déboutonné,
le visage marbré. 3 gardes de sécurité forment un périmètre lâche. Sienna. Il m'aperçoit. Enfin. Dis-leur de me laisser monter. Tu dois partir. Pas avant qu'on parle de ce que tu as fait. Sa voix se brise. Tu as détruit Thanksgiving. Maman pleure depuis des semaines. Je reste près des ascenseurs, gardant mes distances. Ce n'est pas mon problème. 2,5 millions de dollars, dit-il comme une accusation. Tu m'as humilié devant tout le monde. J'ai énoncé un fait. Tu es égoïste. Tu as toujours été égoïste. De la salive vole de sa bouche. Plusieurs personnes se sont arrêtées de marcher. Les téléphones sont sortis. Cet argent aurait dû aller à la famille. La sécurité se rapproche. Le chef de la sécurité parle doucement dans sa radio. Tu dois partir, je répète. Pas avant que tu ne t'excuses. Je sors mon téléphone et je commence à enregistrer. Tu es en situation d'intrusion. Tu crées du désordre. Pars immédiatement, ou la police sera appelée. Son visage devient violet. C'est des conneries. C'est une voleuse. Elle a volé mon héritage. La sécurité l'escorte vers les portes. Ses cris se dissolvent en une rage incohérente. Je transfère la vidéo sur mon email personnel. Puis je me dirige vers les RH. À 14 heures, je suis assise en face de Janet Reeves, notre directrice des ressources humaines. Mon téléphone est posé entre nous, la vidéo a déjà été jouée 2 fois. C'est le 3e contact cette semaine, demande Janet. 4e. Il a appelé mon assistante hier. Nous documenterons tout. Je vous recommande de parler avec les services juridiques au sujet d'une ordonnance restrictive. Alistair m'attend dans mon bureau à mon retour. La sécurité m'a briefé. Votre frère a l'air instable. Il est désespéré. Mes parents ont financé sa vie pendant 30 ans. Combien lui ont-ils donné? Le chiffre me stupéfie encore. Plus de 400 000 dollars. Alistair siffle doucement. Jésus. Pendant que j'ai eu un ordinateur portable à 300 dollars. Il reste silencieux, puis sort son téléphone. J'appelle votre père. Tu n'es pas obligé. Quel est le numéro? Warren répond à la 3e sonnerie. J'entends sa voix, métallique à travers le haut-parleur. Monsieur Edwards, ici Alistair Vance, associé directeur chez Whitmore Capital. Je vous appelle au sujet du comportement de votre fils dans nos bureaux ce matin. Que s'est-il passé? Il a fait une scène dans notre hall. La sécurité a dû le faire sortir. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. C'est du harcèlement. S'il contacte à nouveau ce bureau, nous engagerons des poursuites judiciaires. La voix d'Alistair est d'acier. Votre fille est brillante. Votre fils n'est pas sa responsabilité. Ne contactez plus ce bureau. Il termine l'appel avant que Warren ne puisse répondre. Merci, dis-je. Ne me remercie pas. Cela devait être dit. Ce soir-là, une invitation de calendrier apparaît. Appel Zoom familial demain. 19h, discussion familiale. Dans l'objet. Je sais ce que c'est. Une embuscade. Piper m'envoie un texto 5 minutes plus tard. As-tu reçu l'invitation Zoom? Ça sent le coup monter. C'en est un, je réponds. Mais j'y vais quand même. Tu es sûr? J'ai les reçus. Le lendemain soir, je me joins à l'appel depuis ma salle à manger, l'horizon de New York brillant derrière moi. La vue en galerie se remplit de visages. Tante, oncle, cousin, Blitt et Warren, au premier plan. Et Callen, positionné dans son appartement de Lincoln Park que mes parents paient. Merci de nous rejoindre, Sienna, commence Warren. Nous pensions qu'il était temps de mettre les choses au clair. Callen se penche vers sa caméra. Il est préparé, des notes visibles sur son bureau. Il se lance dans un discours sur la trahison familiale, sur la façon dont mon succès s'est fait à ses dépens. Elle s'est enrichie pendant que je galère, dit-il, la voix se brisant sur commande. Elle s'est transformée en ce robot d'entreprise froid. Blitt s'éponge les yeux. Warren hoche la tête. Quand Callen a fini, Warren parle. Sienna, as-tu quelque chose à dire? Je me penche en arrière. Parlons d'argent. Les yeux de Callen se plissent.
Tu as eu une BMW série 3 pour tes 18 ans. J'ai eu un ordinateur portable à 300 $. Tu as eu 8 000 $ virés à Barcelone. On t'a donné plus de 400 000 $ au cours des 12 dernières années. C'est un mensonge. La voix de Blit est stridente. Comment oses-tu inventer ces chiffres? J'ai des relevés bancaires. Tu es ingrate, dit Warren. Callen se penche en avant, enhardi. Vous voyez? Elle est folle. Elle invente tout ça. La grille des visages montre de la confusion. Du choc. Certains hochent la tête avec mes parents. Je le réalise alors. Ils ne l'admettront jamais. Pas volontairement. Pas publiquement. Le récit qu'ils ont construit est trop important. De bons parents ne font pas de favoritisme flagrant. De bons parents ne vident pas leur fonds de retraite pour un enfant tout en ne donnant rien à l'autre. Alors ils le nieront pour toujours. Je vois, dis-je doucement. Cette conversation est terminée. Je ferme mon ordinateur portable au milieu des protestations, coupant court aux exigences de Warren, aux larmes de Blit. Mon téléphone s'allume de textos, la plupart de parents demandant ce qui s'est passé. Quelques-uns de cousins qui ont été témoins de la disparité. Et un d'un numéro que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Liam Kincaid. J'ai entendu parler du drame familial. Fier de toi. Je fixe son message, me souvenant de sa voix lors de notre dernière dispute en dernière année à De Paul. Ce sont des vampires, Sienna. Choisis-toi. J'ai choisi eux. J'ai choisi la dysfonction plutôt qu'un amour sain. Il a vu ce que je ne pouvais pas voir. Je réponds. Merci. J'aurais dû t'écouter. Sa réponse est immédiate. Tu écoutes maintenant. C'est ce qui compte. Le lendemain matin, 3 choses se produisent. Janet m'envoie par email un dossier de documentation sur le harcèlement. Alistair livre un système de sécurité pour mon appartement de Tribeca à mon bureau. Et Piper appelle. 3 tantes m'ont envoyé un texto après le Zoom, dit-elle. Elles ont admis qu'elles voyaient du favoritisme. Elles n'ont juste jamais rien dit. Pourquoi pas? Parce que prendre la parole signifiait devenir une cible. Je suis la cible maintenant. Ouais. Mais tu peux le gérer. Non. D'ici vendredi, mon assistante a mis en place un protocole. Tous les appels familiaux vont à la messagerie vocale. Tous les emails sont filtrés. Mes parents ne peuvent plus me joindre directement. C'est comme respirer pour la première fois en 29 ans. Samedi matin, je suis en train de réviser des contrats d'achat lorsque mon téléphone vibre avec un numéro inconnu. Un message texte. Juste une photo. Callen à l'aéroport JFK, une carte d'embarquement visible. Billet aller simple pour New York. Puis un deuxième message. Je viens chercher ce qui m'appartient. Je fais une capture d'écran des deux et les transfère à Janet et à mon avocat. Puis je réponds par texto. On se voit au tribunal. Parce que je passe Noël à Tribeca. Dans mon appartement avec vue sur la rivière Hudson. Je ne me cache plus. Le portier du 47 Light Street a la photo de Callen scotchée à l'intérieur de son classeur de sécurité. Frank, 62 ans, ancien du NIPD, prend son travail au sérieux. Quand je lui ai remis les papiers de l'ordonnance restrictive il y a 3 jours, il a étudié le visage de Callen comme s'il mémorisait un avis de recherche. S'il se présente, dit Frank en tapotant la photo, je m'en occupe. La veille de Noël arrive, froide et claire. Mon appartement de Tribeca sent le pain du petit sapin que Piper m'a aidé à choisir la semaine dernière. Pas d'ornement. Juste des lumières blanches et la vue sur l'Hudson qui devient argentée sous le soleil de l'après-midi. Mon téléphone vibre à 19h47. Sécurité du bâtiment. Mademoiselle Edwards, nous avons une situation dans le hall. Je suis déjà en train de consulter les images de la caméra de sécurité sur mon ordinateur portable avant que Frank ait fini sa phrase. Le voilà. Callen, portant la même veste North Face que pour Thanksgiving, arpentant la réception en marbre. Sa bouche bouge rapidement. Frank se tient entre lui et les ascenseurs, les bras croisés. Je regarde les images maintenant, dis-je à Frank. Ne le laissez pas passer le bureau. Aucune chance. Je fais une capture d'écran de l'horodatage. 19h47 Documenter tout. C'est ce que l'avocat a dit. La voix de Callen s'élève assez fort pour que je l'entende au téléphone.
C'est ma sœur. Vous ne pouvez pas m'empêcher de voir ma propre sœur la veille de Noël. La réponse de Franck est trop basse pour être entendue, mais je le vois faire un geste vers la porte. Le signe universel pour « partez ». Kalen ne part pas. Il sort son téléphone, appelant probablement mon numéro qui est bloqué depuis le 3 décembre. Quand ça ne marche pas, il se tourne vers les fenêtres donnant sur la rue. Commence à crier. Sienna. Je sais que tu es là-haut. Arrête de te cacher. Je termine l'appel avec Franck et je compose le 911. Ma voix reste égale lorsque l'opérateur répond. Je dois signaler une violation d'une ordonnance restrictive au 47 Light Street, Tribeca. Le sujet se trouve actuellement dans le hall de l'immeuble et refuse de partir. Dehors, quelqu'un enregistre. Je peux voir les caméras des téléphones levées à travers les fenêtres du hall, capturant la crise de Kalen en haute définition. Il gesticule maintenant sauvagement, pointant mon immeuble comme s'il faisait visiter son héritage. Elle l'a volé, sa voix porte sur 17 étages d'appartements de luxe. Cet appartement devrait être à moi. Elle vole mon héritage. Il n'y a pas d'héritage. Le trust de notre grand-mère va à des œuvres de charité. Mais les faits n'ont jamais compté pour Kalen. 2 agents du NIP arrivent en 11 minutes. Je le chronomètre. Franck les rencontre à la porte, leur montre la copie de l'ordonnance restrictive et désigne Kalen. Toute l'interaction prend 90 secondes avant qu'il n'escorte mon frère hors du bâtiment, sa voix résonnant encore sur les immeubles environnants sur le vol, la trahison et la loyauté familiale. À 21h, la vidéo est sur Twitter. Un homme enfant capricieux fait une crise dans un immeuble de luxe. 40 000 vues. À minuit, 200 000. Quelqu'un a ajouté des sous-titres. Une autre personne en a fait un TikTok avec un filtre de pleurs. Le visage de Kalen, violet de rage, devient un mème. Je transfère tout à mon avocat. Chaque vue. Chaque partage. Chaque commentaire le traitant de pathétique. Documentation. Blit appelle à 6h47 le matin de Noël. Je laisse sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle rappelle à 7h03. À 7h15, Warren essaie. À 8h30, j'écoute les messages. Sienna, ça a été trop loin. La voix de Blit tremble. Ton frère est dévasté. Il voulait juste te parler. À Noël. Tu l'as ridiculisé. Le message de Warren est plus court. Nous prenons l'avion pour New York. Nous devons régler ça en famille. J'envoie un texto à mon avocat. Parents en approche. Embuscade au bureau probable. Sa réponse arrive en 30 secondes. Je préviendrai la sécurité du bâtiment. Les RH sont prêtes. Ils se présentent à mon bureau le mardi après Noël. Je les attends. La sécurité du bâtiment aussi, les RH et l'avocat d'entreprise Calisté a arrangé à 8h ce matin-là. Warren et Blit entrent dans la salle de conférence en verre comme si elle leur appartenait. Ma mère porte son tailleur Talbot crème, celui qu'elle réserve pour les réunions parents-professeurs et l'église. Warren est dans son blazer de courtier d'assurance, celui avec une légère brillance au coude. Ils ne s'attendent pas aux témoins. Jennifer des RH est assise à ma gauche. Marcus, l'avocat d'entreprise, est assis à ma droite. La sécurité du bâtiment attend derrière les murs de verre, visible et prête. Qu'est-ce que c'est? Le sang-froid de Blit se fissure immédiatement. Nous sommes venus parler à notre fille. Vous êtes venu harceler une employée sur son lieu de travail, dit Marcus. Sa voix pourrait couper de l'acier. Mademoiselle Edwards a accepté cette réunion en présence de son avocat. Je pose mon téléphone sur la table, la lumière d'enregistrement visible. Légal à New York avec préavis, que Marcus vient de fournir. Sienna, s'il te plaît. Warren essaie sa voix de père raisonnable. Nous voulons juste comprendre. Pourquoi fais-tu ça à Kalen? Parlez-moi de la stratégie d'investissement, dis-je. Ma voix pourrait discuter des tendances du marché. 400 000 $ sur 12 ans. Expliquez-moi la logique. Les yeux de Blit se tournent vers Warren. Il s'agite sur sa chaise. Nous avons investi dans Kalen parce qu'il avait besoin d'aide, dit finalement Blit. Tu as toujours été si capable. Tu n'avais pas besoin de nous. Voilà. Je tape sur l'écran de mon téléphone, marquant l'horodatage. Donc, ma capacité m'a disqualifié d'un traitement égal, dis-je.
Pas une question. Warren se penche en avant. Ton succès était censé soutenir la famille. C'est ce que font les familles. Les plus forts aident les plus faibles. Marcus écrit quelque chose. Le visage de Jennifer reste neutre, mais ses doigts se resserrent sur son stylo. Pouvez-vous répéter cela, je demande à Warren. Pour plus de clarté. Tu étais censé aider ton frère, dit Warren, sa voix montant. Tu gagnes des millions. Il a des difficultés. La famille, ça veut dire s'entraider. J'arrête l'enregistrement. Je tape 2 fois. La lecture remplit la salle de conférence. Ton succès était censé soutenir la famille. Le visage de Blythe devient blanc. La bouche de Warren s'ouvre, puis se referme. Cet enregistrement sera fourni à notre équipe juridique, dit Marcus en se levant. Cette réunion est terminée. Tout autre contact avec Mademoiselle Edwards sera considéré comme du harcèlement et sera suivi d'une action en justice immédiate. La sécurité les escorte dehors. Blythe pleure. Warren se dispute avec le garde sur les droits, la famille et le respect. Les portes de l'ascenseur se ferment sur ses protestations. Jennifer touche mon épaule avant de partir. J'ai 3 frères, dit-elle doucement. Je comprends. De retour dans mon bureau, les emails affluent déjà. Piper a créé un lecteur partagé. Documentation familiale, l'a-t-elle intitulé. À l'intérieur se trouvent des dossiers. Dossiers financiers. Déclaration de témoins. Preuve des réseaux sociaux. La contribution de tante Linda. Des photos de nos 18 ans. La fête de Kaylan avec la sculpture de glace. Mon dîner chez Olive Garden. 4 personnes autour d'une table prévue pour 8. Cousin Marcus. Une vidéo des stories de Kaylan à Barcelone. Se vantant d'un service de bouteille qui a coûté $8 000 en une nuit. 3 autres cousins soumettent des déclarations écrites. Elles commencent toutes de la même manière. J'ai été témoin d'un traitement préférentiel. Alastair envoie un email à midi. Le conseil juridique de l'entreprise est à votre disposition aussi longtemps que vous en aurez besoin. Personne ne menace mes directeurs. Le cabinet d'investissement publie une déclaration sur LinkedIn cet après-midi-là. Nous soutenons notre directrice générale et son dossier professionnel exemplaire. D'ici la fin de la semaine, les investisseurs de la galerie d'Aria de Kaylan demandent des remboursements. Ces diatribes sur Instagram sur la trahison familiale sont capturées par mon équipe juridique. Ces menaces de révéler des secrets de famille sont documentées, horodatées, transmises. Le cabinet d'assurance de Warren reçoit une plainte anonyme sur le comportement public de son fils. Rien de poursuivable, mais assez pour soulever des questions. Le fonds de retraite des parents, déjà épuisé par les entreprises de Kaylan, atteint 0. La réalité arrive sous la forme d'un paiement hypothécaire de Lake Forest qu'ils ne peuvent pas couvrir. Le soir du Nouvel An, la conversation de groupe de la famille élargie explose. Quelqu'un a divulgué le chiffre de $437 000. Tante Patricia demande une explication. Oncle Robert veut savoir si la succession de sa mère a été touchée. L'avocat de la succession de la grand-mère programme un examen d'urgence. Le dîner de Noël de la famille, déjà reporté du 25, est complètement annulé. En raison d'un conflit, dit l'email de Blythe. Personne ne répond. Je passe le Nouvel An dans mon appartement, 17 étages au-dessus de la ville. Piper est là. Alistair et sa femme apportent du champagne. Jennifer des RH passe avec son partenaire. Ma famille choisie, assemblée par choix plutôt que par le sang. À minuit, les feux d'artifice sur l'Hudson peignent mes fenêtres d'or et d'argent. Mon téléphone vibre. Numéro inconnu. L'aperçu du texto montre « Tu as tout détruit ». Je le supprime sans lire le reste. Je verse un autre verre de champagne. Je porte un toast à la famille que j'ai construite moi-même. Dehors, la ville célèbre. Dedans, je suis enfin libre. La plainte arrive par coursier à mon immeuble de Tribeca un mardi matin de février. Le portier me tend l'enveloppe Kraft avec une expression désolée, comme s'il savait que ce qu'il y a à l'intérieur va gâcher mon café. Kaylan Edwards et Sienna Edwards. Infliction de détresse émotionnelle. Demande, $500 000. Je lis la plainte debout dans mon hall en marbre, portant toujours mes chaussures de course, mon souffle embuant les baies vitrées qui font face à l'Hudson. Le langage est stupéfiant dans son délire. J'aurais saboté son potentiel créatif.
J'aurais systématiquement miné sa confiance. J'aurais manipulé les ressources familiales. Pour assurer son échec. Mon téléphone vibre. Le nom d'Alistair illumine l'écran. Tu l'as vu, dit-il quand je réponds. Je le lis maintenant. C'est n'importe quoi. Le mot frivole ne suffit pas à le décrire. Sa voix porte la fureur contrôlée d'un homme qui a passé 40 ans à regarder des gens privilégiés abuser du système judiciaire. Ils ont trouvé un avocat à la petite semaine qui pense pouvoir vous soutirer un règlement. Je passe à la page 4. La voilà. L'affirmation concernant le trust de mon grand-père. Ils disent que j'ai influencé la distribution de la succession, que j'ai manipulé un mourant pour écarter Callen d'un héritage qui lui était supposément dû. Mon grand-père m'a laissé 50 000 $ pour mes études supérieures. Il n'a rien laissé à Callen parce que Callen ne lui a jamais rendu visite, pas une seule fois pendant les 18 mois qu'il a passé en soins palliatifs. Ils veulent une expertise comptable, dis-je à Alistair. Une divulgation complète de tous mes actifs. Bien sûr qu'ils le veulent. C'est une pêche aux informations. Des papiers bruissent de son côté. Il menace aussi de rendre public des secrets de famille non spécifiés si vous ne réglez pas pour 250 000 $. Je me dirige vers ma fenêtre. Un ferry traverse la rivière en dessous, petit et déterminé contre le courant. Laissez-les rendre publics, dis-je. 3 semaines plus tard, la phase de découverte commence. Mon équipe juridique est dirigée par Patricia Morrison, une avocate qui s'est fait un nom en détruisant des demandes frauduleuses de préjudice corporel. Elle a des cheveux argentés coupés aussi nets qu'une lame et des yeux qui pourraient calculer votre valeur nette de l'autre côté d'une salle d'audience. Ça va devenir moche, m'avertit-elle lors de notre première réunion dans son bureau de Midtown. Ils ont cité vos parents comme témoins de moralité. Ils prétendent qu'il y a eu un schéma d'abus émotionnel remontant à l'enfance. Bien. Je fais glisser une clé USB sur la table de conférence. Parce que j'ai des documents remontant tout aussi loin. Elle la branche sur son ordinateur portable. Son expression ne change pas alors qu'elle fait défiler les fichiers, mais ses doigts s'arrêtent sur la souris un instant lorsqu'elle atteint la feuille de calcul. Sans compter les 4 000 $ que j'ai dépensés pour son avocat pour conduite en état d'ivresse quand il a enroulé ma Honda Civic autour d'un poteau téléphonique en 2e année. Patricia lève les yeux. Vous avez payé pour ça? Avec mes économies d'été. J'étais censé acheter une voiture d'occasion pour ma 3e année. J'ai pris le bus à la place. Elle prend une note. Nous aurons besoin de relevés bancaires prouvant les virements. J'ai 10 ans de relevés. Chaque chèque d'anniversaire qu'ils lui ont fait. Chaque virement d'urgence. Chaque entreprise en faillite qu'ils ont financée. Je croise son regard. Et j'ai les messages textes où ma mère a admis qu'ils l'ont fait parce que je n'avais pas besoin d'aide. La phase de découverte révèle des choses que même moi je ne savais pas. Les transcriptions des dépositions arrivent en mars. Des classeurs épais que Patricia me fait parcourir dans son bureau, pendant que la neige fondue bat contre les fenêtres. Le témoignage de Warren, page 47. Nous considérions Sienna comme notre plan de retraite. Elle allait toujours réussir. Callen avait besoin de plus de soutien. Le témoignage de Blitt, page 62. Les fêtes d'anniversaire étaient différentes parce que Callen est plus sociable. Il avait besoin de ses expériences. Sienna préférait les célébrations tranquilles. Les mensonges sont si lisses qu'ils se sont presque convaincus eux-mêmes. Mais ensuite, il y a la page 93, où Patricia a interrogé Blitt sur la BMW par rapport à l'ordinateur portable. Eh bien, oui, il y avait une disparité. Mais Sienna ne s'est jamais plainte. Lui avez-vous demandé si cela la dérangeait? Longue pause. Enregistré par le sténographe judiciaire comme ayant duré 14 secondes. Non. La déposition de Callen est un chef-d'œuvre d'erreur non forcée. Patricia a à peine besoin de le pousser. Il se défait comme un pull avec un fil tiré. Nommer une entreprise qui a généré des revenus, demande-t-elle. Le concept de la galerie d'art était solide. Le marché n'était tout simplement pas prêt. Avez-vous loué un espace de galerie? J'étais en phase de planification. Pendant combien de temps? 8 mois. Qu'avez-vous fait pendant ces 8 mois? Des études de marché. Une analyse concurrentielle. Pouvez-vous fournir la documentation de cette recherche? Silence. Puis. C'était principalement conceptuel.
Patricia a imprimé ses publications sur les réseaux sociaux, les a disposées en une chronologie nette sur la table de conférence. Des tweets de décembre me qualifiant de sociopathe d'entreprise. Des diatribes sur Instagram en janvier sur la trahison familiale. La publication de février me comparant à Scrooge. Réussissant à se tromper à la fois sur la référence à Dickens et sur l'intrigue de base. Avez-vous écrit cela ? Demande Patricia. J'étais ému. Elle nous a juste humiliés à Thanksgiving. En achetant un bien immobilier avec son propre argent ? Son avocat s'y oppose. Mais le mal est fait. Chaque mot est maintenant un dossier judiciaire, permanent comme du béton. La date du procès est fixée à fin mars. Cour suprême de Manhattan. Un bâtiment qui sent le vieux bois et les vieilles rancunes. La salle d'audience a des panneaux en acajou et des sols en marbre. Des colonnes qui s'élèvent vers des plafonds voûtés. Des fenêtres qui laissent entrer une vive lumière de printemps. Je porte du gris anthracite. Callen porte un costume qui ne lui va pas. La veste tire sur ses épaules. Le pantalon s'entasse sur des chaussures qu'il a clairement empruntées. La déclaration d'ouverture de Patricia est chirurgicale. Elle projette le PowerPoint sur l'écran de la salle d'audience. Les mêmes données financières que j'ai compilées dans cette chambre d'hôtel de Chicago, maintenant présentées comme pièce à conviction à monsieur chaque virement documenté. Chaque disparité est quantifiée. La photo de la BMW contre l'ordinateur portable devient une preuve. Patricia l'a fait agrandir en format affiche. Le juge l'étudie un long moment, ses lunettes de lecture glissant sur son nez. 18 ans, dit Patricia. Même parents. Même anniversaire. 3 semaines d'intervalle. Voiture de $30 000 contre ordinateur portable de $300. Warren est assis dans la galerie derrière Callen, son visage de la couleur d'un vieux journal. Blitz éponge les yeux avec un mouchoir, mais le juge ne la regarde pas. Il lit maintenant les relevés bancaires, suivant la piste de l'argent avec un doigt. Notre expert comptable témoigne le 2e jour. Richard Brennan. 30 ans d'expérience. Un homme qui a autrefois retracé l'argent de la mafia à travers 14 sociétés écrans. Il guide le tribunal à travers chaque virement, sa voix stable et ennuyée, comme s'il lisait une liste de courses. Entre 18 et 30 ans, le frère de l'accusé a reçu environ $437 000 de leurs parents. La plaignante a reçu pendant la même période environ $8 000, principalement sous forme de petits cadeaux de vacances. L'avocat de Callen s'y oppose. Pertinence, votre honneur. Cette affaire concerne la détresse émotionnelle, pas les finances familiales. Les finances établissent le schéma de favoritisme, rétorque Patricia, ce qui est directement lié à l'affirmation de l'accusé selon laquelle ma cliente l'a saboté. Le juge hoche la tête. Rejeté. Continuez, monsieur Brennan. Alistair témoigne le 3e jour. Il a la même expression qu'il utilise dans les réunions du conseil d'administration lorsque quelqu'un présente un mauvais rapport trimestriel. Déçu, mais pas surpris. En 10 ans de travail avec mademoiselle Edwards, je n'ai jamais été témoin d'un comportement contraire à l'éthique. Elle est méticuleuse, honnête et sans doute l'analyste la plus talentueuse que j'ai supervisée. L'avocat de Callen essaie de le déstabiliser. N'est-il pas vrai que vous avez une relation personnelle avec la plaignante ? Je suis son mentor. Oui. Cela ne biaise-t-il pas votre témoignage ? Alistair enlève ses lunettes, les polit avec un mouchoir. J'ai encadré 47 analystes dans ma carrière. 3 sont devenus directeurs généraux avant 30 ans. Sienna en fait partie. Ce n'est pas partial. C'est de la reconnaissance de forme. Piper témoigne. Liam envoie une déclaration écrite de Californie décrivant les dynamiques familiales dont il a été témoin à l'université. 3 de mes collègues fournissent des références de moralité. La compilation vidéo est diffusée le 4e jour. La crise de Callen la veille de Noël devant mon immeuble. Ses cris sur l'héritage et le vol. Les agents du NIP essayant de le calmer. Puis des extraits de ses réseaux sociaux. Les diatribes et les accusations. Son affirmation selon laquelle j'ai volé son destin. Le juge regarde sans expression. Quand c'est terminé, il prend une note sur son bloc-notes. Callen prend la barre le 5e jour. Patricia s'approche de lui comme on approcherait un serpent qui a déjà mordu quelqu'un. Monsieur Edwards, pouvez-vous nommer une entreprise qui a réussi ? Elles auraient réussi avec un financement adéquat. Ce n'est pas ce que j'ai demandé.
Noméant une qui a réussi, générer des bénéfices, payer ses propres dépenses. Sa mâchoire travaille. Les conditions du marché n'étaient pas favorables. Pendant 12 ans, pas une seule condition de marché favorable? Vous ne comprenez pas les industries créatives. Patricia prend un document. J'ai votre historique de prêt étudiant ici. Vous avez fréquenté l'université de Paul pendant 6 ans, changé de spécialisation 4 fois, et êtes parti sans diplôme. Vos parents ont payé 118 000 $ de frais de scolarité. Est-ce exact? Je me cherchais. Et vous êtes-vous trouvé? La salle d'audience est silencieuse, à l'exception du vibreur d'un téléphone dans la galerie. Le juge jette un coup d'œil vers le son, agacé. Je suis un artiste, dit finalement Callen. Montrez-moi l'art. Il n'a rien. Pas de portfolio, pas d'exposition, pas de vente. Juste des concepts, des plans et des rêves financés par des gens qui auraient dû savoir mieux. La décision du juge tombe le lendemain matin. Je suis de retour à mon bureau quand Patricia appelle. Rejeté avec préjudice, dit-elle. Il ne peut pas déposer à nouveau. Jamais. Et le juge vous a accordé 100 000 $ de frais de justice, plus les dépens. Callen est personnellement responsable de la totalité du montant. Je ferme la porte de mon bureau, je m'y adosse. Par la fenêtre, je peux voir le Hudson, gris et roulant sous les nuages. Il y a plu, continue Patricia. Le juge a inclus une déclaration dans sa décision. Je la lis maintenant. Ce tribunal estime que les affirmations du plaignant ne sont pas seulement sans fondement, mais une tentative transparente d'extorquer des fonds à un membre de la famille dont le seul crime a été de réussir par un effort légitime alors que le plaignant a échoué par manque de celui-ci. Mon téléphone vibre. Un texto de Piper. As-tu entendu? Ils vendent la maison. Un autre texto. Celui-ci d'un numéro que je ne reconnais pas, ici Warren. Nous devons parler des modalités de paiement. Je le supprime sans répondre. Le fonds de bourse est créé en mai. La bourse Siena Edwards pour les étudiants de première génération à l'Université de l'Illinois. Frais de scolarité complet, 4 ans, renouvelable en fonction des résultats académiques. La première bénéficiaire est une fille de la campagne de l'Illinois dont les parents sont des ouvriers d'usine. Sa lettre de remerciement arrive à mon bureau en juin. Vous m'avez donné une chance, écrit-elle, d'être la première. Je l'encadre, je l'accroche là où la photo de famille était autrefois. L'appartement de Tribeca sent le vin cher et la possibilité. 6 mois depuis Thanksgiving, et j'ai cessé de sursauter quand la sonnette retentit. Alistair lève son verre sur ma table à manger, la lueur des bougies captant le cristal. Au lancement du nouveau fonds de Siena. 10 millions sous gestion, et elle fait ça l'air de rien. Ce n'est pas facile, dis-je, mais je souris. Le Basquiat original derrière lui a coûté plus cher que la maison de mes parents à Lake Forest. Je l'ai choisi spécifiquement pour ce mur, celui où des photos de famille auraient pu être accrochées dans la maison de quelqu'un d'autre. Piper se penche et serre ma main. Autour de nous, 8 personnes rient et parlent, se passent les plats, remplissent les verres. Ma famille choisit. Un associé principal du cabinet. 2 femmes de mon immeuble qui sont devenues amies autour d'un café le matin. La femme d'Alistair, une colocataire d'université qui est venue de Seattle. Aucune d'entre elles n'a besoin de rien de moi, sauf de ma compagnie. La sonnette retentit. Je ne me tends pas. Mon portier connaît les protocoles. Plus de champagne, je demande, déjà debout. Quand je reviens avec 2 bouteilles, Piper regarde le Hudson, les lumières du New Jersey scintillant sur l'eau sombre. Penses-tu que tu fêteras à nouveau Thanksgiving avec la famille? La question ne fait pas mal comme elle l'aurait fait il y a 6 mois. La famille n'est pas une question de sang, je lui dis en désignant la table. C'est qui se présente pour toi? Elle hoche lentement la tête. Nous sommes dans la même période, fin novembre, mais tout semble différent. L'année dernière, je me préparais à l'impact. Cette année, je suis reconnaissante de l'explosion qui m'a libéré. Mon journal est sur la table de chevet de la chambre. L'entrée de la nuit dernière était simple. Leur urgence n'est pas ma responsabilité. Ma thérapeute m'a aidé à écrire cette phrase. Nous y travaillons tous les mois, traitant des décennies de manipulation, comprenant que mes parents ont créé le sentiment de droit de Callen avec chaque disparité d'anniversaire, chaque fonds d'urgence viré, chaque excuse. La culpabilité a disparu. Pas enterrée, pas gérée.
Vraiment partie. Directrice générale principale, annonce Alistair à la table, parce qu'il adore cette partie. La plus jeune de l'histoire du cabinet. Arrête, dis-je, mais je ris. Mon téléphone vibre. Un texto de Liam. J'ai entendu parler de la promotion. J'ai toujours su que tu te choisirais finalement. Fier de toi. Je réponds rapidement. Merci. Pour tout. Sa réponse est immédiate. C'est toi qui l'as fait. Pas moi. Mais il l'a vu en premier. Et a vu ce que je ne pouvais pas. C'est quelque chose qui mérite d'être reconnu. La conversation du dîner passe à l'entrepreneur terrible de quelqu'un, puis au plan de voyage d'été. Des problèmes normaux. Des problèmes solubles. Personne n'a besoin que je les sauve des conséquences qu'ils ont créées. Plus tard, après que tout le monde soit parti, Piper m'aide à débarrasser les assiettes. Je voulais te dire, dit-elle. Cette jeune femme que tu encadres? Elle a finalement fixé des limites avec sa mère. M'a mentorée. 26 ans. Brillante. Noyée dans les obligations familiales. Je lui ai raconté mon histoire lors d'une conférence sur le leadership féminin en mars. Je lui ai montré la feuille de calcul. Je lui ai expliqué comment la documentation est devenue la liberté. Tant mieux pour elle, dis-je. Et je le pense. Le fonds de bourse de l'UIUC soutient maintenant 5 étudiants. Le règlement judiciaire de Kaelin leur a acheté un avenir qu'il ne s'est jamais donné la peine de construire pour lui-même. Mon héritage n'est pas l'argent que j'ai gagné. C'est le schéma que j'ai brisé. Mon ordinateur portable affiche une notification de mail non lu. Le nom de Warren dans le champ de l'expéditeur. Je ne l'ouvre pas. Je le fais glisser directement dans la corbeille, puis je vide le dossier. Une carte d'anniversaire est arrivée hier avec un cachet de la poste de Lake Forest. L'écriture de Blitz sur l'enveloppe. Je l'ai rendue au portier. Marqué, retour à l'expéditeur. La semaine dernière, quelqu'un a essayé de faire livrer un petit déjeuner DoorDash à mon immeuble. Le nom de la commande était, Kaelin. Mon portier, un homme magnifique, a refusé la livraison. Leur récit n'est plus mon problème. Je me verse le dernier verre de champagne et je me dirige vers la terrasse. Manhattan s'étend en dessous de moi. 8 millions de personnes vivant leur vie compliquée. L'air de novembre est froid, mais je ne rentre pas. Mon téléphone vibre. Numéro inconnu. L'aperçu mon tracé. Tu nous as détruits. Je ne lis pas le message en entier. Mon pouce plane dessus moins d'une seconde avant que je ne le supprime. La vérité s'installe dans ma poitrine. Chaude et finale. Je ne les ai pas détruits. J'ai cessé de permettre leur destruction de moi. Je lève mon verre vers l'horizon. À la vie que j'ai construite brique par brique alors qu'ils s'attendaient à ce que je m'effondre. À la famille que nous choisissons. Je dis à la nuit. Le champagne a le goût de la liberté.